Ma mère m'a toujours traité comme si j'étais invisible, mais quand elle a humilié ma fille de 7 ans devant tout le monde en lui refusant une assiette de nourriture à la fête de famille, j'ai su que c'était trop. Elle ne savait pas que j'étais la propriétaire de l'endroit où il célébrait. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'air dans la voiture semblait lourd, presque irrespirable, rempli d'une tension invisible que seul moi semblais remarquer. À côté de moi, sur le siège du passager, ma fille Luna fredonnait une petite mélodie d'enfant, sans se rendre compte de la bataille silencieuse qui se passait en moi. Chaque kilomètre qui nous rapprochait du ranch de mes parents était un kilomètre qui m'éloignait de la fragile paix que j'avais mis tant de temps à construire. Je serrais le volant plus fort que nécessaire, mes jointures devenant blanches, et je me répétais le même mantra que chaque premier dimanche du mois, une litanie d'auto-mensonges. Aujourd'hui ce sera différent, pour Luna. Aujourd'hui ce sera différent. C'était un mensonge, bien sûr, et je le savais. Un mensonge doux que je me racontais à moi-même pour trouver le courage de supporter les heures à venir. Le barbecue du dimanche au ranch était une tradition sacrée, un pilier solide de notre famille. Pour les autres, c'était un jour de rire sincère, de bière froide dégoulinante sous le soleil et des mêmes anecdotes répétées encore et encore. Pour moi, c'était un jugement, un rappel régulier de ma place dans l'univers familial, comme un satellite oublié qui tourne à distance autour du vrai soleil, ma sœur aînée, Renata. En garant ma modeste berline entre le 4x4 de luxe de mon beau-frère Roberto et la nouvelle voiture de mon père, je respirais profondément en essayant de remplir mes poumons de plus que d'appréhension. « Prête, mon amour ?» demandai-je à Luna, en forçant un sourire qui paraissait tendu et étrange sur mon visage. Elle hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux bruns brillant d'une vraie excitation. À son âge, le monde était encore un lieu plein de merveilles, et elle n'avait pas appris à voir les fissures dans la façade de la famille heureuse. Pour elle, le ranch était un paradis, avec des cousins pour jouer, des arbres pour grimper, et un grand-père qui, quand sa grand-mère ne regardait pas, lui donnait des bonbons en cachette. À peine avions-nous mis un pied dans l'immense jardin bien entretenu que l'odeur familière du bois de mesquite et de la viande grillée nous enveloppa. La musique du nord du Mexique jouait à fort volume depuis une enceinte, et avec ces sons arriva le premier coup de poignard, aussi prévisible que le lever du soleil. « Eh bien, enfin tu te décides à apparaître. » La voix de ma mère, Béatrice, coupa l'air. Ce n'était pas un salut, c'était une accusation déguisée, un reproche pour un retard inexistant. Elle s'approcha de nous, ses yeux critiques me scannant de haut en bas, s'arrêtant avec désapprobation sur ma robe en coton, simple mais propre et repassée. « Eh bien, quelle petite robe si ordinaire. Renata est arrivée il y a 1 heure, comme les gens ponctuels. Elle porte une robe de créateur que Roberto lui a achetée lors de son dernier voyage en Europe. Tu devrais la voir. Ma fille est radieuse, une vraie reine. » J'hochai la tête, le sourire encore collé sur mon visage comme un masque. « Bonjour, maman. Tout a l'air délicieux. » Le compliment mourut dans l'air, ignoré. Ma sœur, Renata, était assise comme une reine au centre de tout, sur une chaise de jardin rembourrée, entourée de ses 3 enfants parfaitement coiffés et de mon père Arturo, qui la regardait avec une dévotion presque ridicule. En nous voyant, Renata leva à peine la main dans un geste froid, sans interrompre son histoire. « Ah, salut » dit-elle avant de retourner à sa conversation. Son mari Roberto ne se retourna même pas. Il était trop occupé à expliquer à un invité les qualités du moteur de sa nouvelle voiture. « Oh, maman, laisse-la » entendis-je Renata dire à ma mère dans un murmure calculé pour que je l'entende. « Tu sais bien qu'Elodia a toujours ce style bohème, on ne peut pas en attendre plus. » J'avalai ma salive, sentant le nœud familier se former dans ma gorge. Je cherchais le regard de mon père, une demande silencieuse pour Justin. « Bonjour, ma fille, je suis content que vous soyez là. » Il me vit et, une fraction de seconde, je crus voir une lueur de culpabilité dans ses yeux, mais il l'effaça aussitôt en éclatant de rire à ce que disait son petit-fils. Les heures suivantes passèrent dans une brume de petites humiliations. Mes tentatives de participer aux conversations recevaient des silences gênés ou des réponses d'un seul mot. Luna, après un essai raté de jouer avec ses cousins, trop absorbés par leur nouvelle tablette, revint vers moi, serrant ma main, se faisant de plus en plus petite. Enfin, le repas fut prêt. « À table » cria mon père avec une joie forcée. Comme toujours, les enfants d'abord. Les enfants de Renata, bien sûr, se jetèrent sur la table comme une petite horde.
Quand Luna, avec son assiette en carton à la main, fit un pas en avant, ma mère s'interposa avec l'agilité d'un garde de sécurité. Sa voix était un miel empoisonné. « Oh, ma chérie, attends un peu », dit-elle en se baissant à la hauteur de Luna, une parodie de grand-mère affectueuse. « Laisse tes cousins manger d'abord. Ce sont des enfants qui grandissent. Tu vois comme ils sont grands? Toi, tu peux attendre les restes. » Le monde s'arrêta. Le son de la musique, des rires, des mouches, tout disparut. Il ne resta que l'écho de ces deux mots, prononcés avec une douceur cruelle, les restes. Je vis la lueur dans les yeux de Luna s'éteindre, sa lèvre inférieure commençait à trembler. Je vis le sourire satisfait de Renata et l'indifférence lâche de mon père. Et dans ce silence assourdissant, une partie de moi, déjà fissurée depuis 35 ans, se brisa pour de bon. Il n'y eut pas de cris, pas de larmes, seulement un froid silence absolu. Je me baissai, pris la main de Luna et me relevai. « On s'en va », dis-je. Ma voix était étrangement calme. Ma mère cligna des yeux, confuse. « Quoi ? Mais vous n'avez pas mangé. »« On n'a plus faim », répondis-je en commençant à marcher, tirant ma fille confuse avec moi, m'éloignant de la table du banquet où je n'avais jamais vraiment été invité. Le trajet du retour fut un rideau de silence, lourd et dense comme du velours. Luna, recroquevillée dans son siège à l'arrière, sanglotait doucement, un son semblable à du verre brisé qui se broyait au plus profond de mon cœur. Je ne fis aucun effort pour allumer la radio. Le seul bruit était le ronron monotone du moteur et ses petits hoquets, un requiem pour la dernière petite étincelle d'espoir que je portais encore sans le savoir. Je ne fuyais pas seulement un repas de famille gênant. Je fuyais la scène d'un crime, le meurtre lent et méthodique de l'estime de soi de ma fille. Et si j'étais honnête, aussi de la mienne. En conduisant sur la route qui s'éloignait du ranch, les souvenirs, ces fantômes tenaces qui n'attendent jamais la permission, commencèrent à remonter du sous-sol de mon esprit. Ils étaient comme des papillons attirés par la lumière d'une blessure fraîche. L'humiliation de Luna n'était pas un événement isolé. C'était un écho, la répétition d'un schéma malade tissé dans l'ADN même de notre famille. Mon esprit sauta 20 ans en arrière, à une nuit d'été remplie de promesses et de désillusions. Ma fête de 15 ans. Le quinceañera. Un mot magique pour toute fille mexicaine. La promesse d'une nuit où l'on est une princesse, le centre de l'univers. Mon univers, pourtant, avait toujours été modeste et petit. Ma fête se fit dans le jardin de notre maison, un espace que ma mère insistait pour appeler « jardin ». Les chaises étaient en plastique blanc, louées à la dernière minute, et certaines boitaient. 2 grandes casseroles de molle et de riz au lait, que ma tante Consuelo et moi avions préparées la veille, constituaient le banquet. Un petit lecteur stéréo posé de travers sur une table pliante passait en boucle une cassette de Quimbia enregistrée à la radio. Mes parents m'avaient dit que l'économie était difficile, que je devais être compréhensive et mature. Et je l'étais. Je souris sur toutes les photos, dans ma simple robe rose pâle achetée dans un grand magasin, me sentant reconnaissante pour ce petit effort, pour cette pâle imitation d'un rêve. 2 ans plus tard, ce fut le tour de Renata et, soudain, l'économie familiale fleurit miraculeusement. La récession économique du pays sembla faire une pause pour sa célébration. Sa fête de 15 ans eut lieu dans la grande salle du Country Club, un endroit où moi, je n'étais entré qu'une seule fois pour livrer un paquet. Il y eut un groupe en direct qui joua jusqu'à l'aube, un banquet en 3 services servis par des serveurs en uniforme et un photographe professionnel qui ne cessait de l'appeler princesse. La robe de Renata, couverte de cristaux Swarovski, semblait coûter plus cher que ma voiture actuelle. La différence était si immense, si flagrante, que ça faisait mal physiquement, comme un coup dans l'estomac. Mais la vraie blessure, le poison qui resta dans mon corps pendant des années, ce ne fut pas la comparaison. Ce fut mon rôle dans sa fête. Ma mère, Béatrice, insista pour que j'aide. Aider, dans son dictionnaire, signifiait passer la nuit à courir de la cuisine aux tables, à vérifier que les invités avaient leur boisson, à ramasser les assiettes vides. En gros, être une serveuse non payée et habillée en robe de soirée à la fête luxueuse de ma propre sœur. À un moment, alors que je portais un plateau avec des verres de vin rouge, je heurtai un cousin éloigné qui recula sans regarder. Un des verres se renversa et se vida sur la robe en soie de sa femme. La tache rouge se répandit sur le tissu comme une blessure ouverte. Je me souviens de la chaleur de la honte qui monta dans mon cou comme une marée, mais ce fut la réaction de ma mère qui me marqua au fer rouge. Elle m'attrapa par le bras, ses ongles rouges s'enfonçant dans ma peau, et m'entraîna jusqu'à la cuisine. Sa voix était un sifflement bas et furieux,
soigneusement modulée pour que personne d'autre ne l'entende. « Tu vois » me lança-t-elle, ses yeux jetant des éclairs de colère glaciale. « Tu vois, tu ne sais rien faire correctement. Tu es maladroite. Tu sais seulement tout gâcher. Pourquoi tu dois être comme ça? Pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur, élégante et soigneuse? Maintenant sors d'ici, va à l'entrepôt et ne laisse personne te voir. Ne me fais plus honte ce soir. » Je pleurais en silence dans l'entrepôt de la cuisine, entouré de cartons de serviettes et de nappes sales, l'odeur de nourriture et d'échecs remplissant mes poumons. Cette nuit-là, je compris mon rôle dans la famille avec une clarté brutale. J'étais l'ombre qui faisait briller davantage la lumière de Renata. J'étais le décor terne de sa brillante mise en scène. J'étais celle qui devait se contenter des restes, pas seulement de nourriture, mais aussi d'attention, de budget, de rêve, d'amour. Le sanglot de Luna sur le siège arrière me ramena au présent. Je la regardais dans le rétroviseur. Ses yeux, grands et bruns comme les miens, étaient rouges et gonflés. L'humiliation que j'avais ressentie à 17 ans, elle la vivait pour la première fois à 7 ans. Et c'est à ce moment-là que la tristesse résignée qui m'avait accompagné toute ma vie se transforma. Elle se durcit, se cristallisant en quelque chose de tranchant et dangereux, la rage. La rage pure et instinctive d'une mère. Non, ce n'était pas un écho. C'était une déclaration de guerre. Et eux, dans leur arrogance aveugle et stupide, venaient de donner à leur victime l'arme la plus puissante, une raison de se battre jusqu'au bout. Ce n'était plus à propos de moi, c'était à propos de la petite qui portait mon sang et qui me regardait en attendant que moi, sa mère, je répare un monde qui venait de lui montrer sa cruauté. Et pour elle, j'étais prête à tout brûler jusqu'aux fondations. Je décidai de ne pas rentrer directement à la maison. L'appartement, mon petit sanctuaire de paix et d'ordre, aurait soudain l'air d'une cage. Ces murs, qui d'habitude me réconfortaient, seraient aujourd'hui imprégnés de l'injustice du jour. À la place, je conduisis sans but précis jusqu'à ce que mes instincts me mènent vers le centre historique de la ville, à un petit restaurant italien caché dans une rue pavée, un endroit appelé Trattoria del Cuore. C'était notre lieu secret. Luna adorait parce que le propriétaire lui pinçait toujours la joue en disant « Ciao Bella ». Il faisait des pâtes avec une montagne de fromage en plus et il mettait une petite ombrelle colorée dans sa limonade. C'était un petit coin du monde où nous étions toujours les bienvenus. Pendant que je regardais ma fille dévorer son assiette de spaghettis bolognaise, un petit sourire revenant enfin sur son visage taché de sauce tomate, un autre souvenir surgit des profondeurs. Un souvenir qui n'était pas d'humiliation, mais de défi. Le souvenir du jour où mon indépendance fut forgée dans le feu de la nécessité. J'avais 18 ans et la lettre d'acceptation de l'université publique dans les mains. C'était mon ticket d'or, ma seule voie de sortie de cette maison qui m'étouffait. Les frais d'inscription étaient couverts par une bourse que j'avais gagnée à force de nuits d'études et de caféine, mais les livres, les fournitures, le transport, tout ça était à ma charge. Je me souviens d'avoir répété mon discours pendant des jours, debout devant le miroir de ma chambre, essayant de paraître sûre et convaincante, pas comme une enfant demandant une faveur. Finalement, un mardi soir, je les affrontais dans le salon. Ma mère feuilletait un magazine de société. Mon père regardait un match de foot avec le son bas. Je leur expliquais, avec des graphiques imaginaires et une voix qui tremblait malgré toute ma préparation, que j'avais seulement besoin de 5000 pesos, 280 $. Ce n'était pas un cadeau, c'était un prêt. Je le leur rendrais avec intérêt, je le jurais. Je travaillerais à mi-temps. Ma mère ne leva même pas les yeux des photos du mariage de la fille de l'une de ses amies. Nous n'avons pas d'argent pour ces choses-là, Elodia, dit-elle d'un geste de la main, comme pour chasser un insecte. La vie n'est pas un conte de fées. Si tu veux étudier, il faudra trouver comment. Ton père et moi avons beaucoup de dépenses, la maison, la voiture de Renata. Je regardais mon père, mon dernier espoir. Il était assis dans son fauteuil, fixant la télé maintenant éteinte. Je vis la lutte sur son visage, un spasme de culpabilité traversait ses traits avant que le masque de soumission à ma mère ne revienne. Il ne dit rien. Son silence fut une trahison encore plus douloureuse que le refus direct de ma mère. Je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds, un abîme de désespoir. Quelques jours plus tard, alors que j'étais enfermé dans ma chambre à chercher des offres d'emploi de serveuse dans le journal, mon père entra discrètement. L'odeur de sa lotion après rasage et de défaite emplit la pièce. Sans dire un mot, il mit dans ma main une liasse de billets froissés et moites. C'était 5 cents pesos, 28 $.
C'est tout ce que j'ai pu, murmura-t-il sans oser me regarder dans les yeux. Ta mère, tu sais comment elle est. Je suis désolé, ma fille. L'humiliation d'accepter ces miettes faillit m'étouffer, mais le désespoir et la rage étaient plus forts. Cette même nuit, pendant que mon père m'aidait, j'entendis ma mère parler au téléphone avec Renata, riant aux éclats à propos de la voiture d'occasion qu'ils allaient lui acheter pour son anniversaire. Une voiture de 50 000 pesos, 2800 $. 10 fois ce qu'il me fallait pour commencer à construire un avenir. 10 fois la valeur qu'il m'avait accordée. Ce fut mon oncle Matteo, le frère cadet de mon père, le rebelle de la famille et mon seul allié, qui me sauva. Quand je lui racontai ce qui s'était passé lors d'un appel clandestin, son silence au bout du fil fut plus éloquent que n'importe quel mot. Le lendemain, il vint chez moi et m'emmena prendre un café. Sans un mot, il sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. À l'intérieur, il y avait les 5000 pesos, 280 $. Ton éducation est le meilleur investissement que cette famille fera jamais, ma nièce, me dit-il d'une voix ferme. Ne les laisse jamais t'arrêter. Cet argent n'est pas un cadeau, c'est du carburant. Il me brûlait dans les mains, et ainsi commença ma double vie. Le jour, j'étais une étudiante anonyme, absorbant le savoir comme une éponge. La nuit, après que Luna, née d'une relation qui n'avait pas fonctionné mais qui m'avait donné le plus beau cadeau, s'endormait dans son petit lit à côté du mien, je devenais une entrepreneuse. Mon petit appartement se transformait en atelier, en bureau, en quartier général d'un rêve silencieux. Je commençais petit, en dessinant des textiles inspirés des broderies d'Oaxaca que ma grand-mère m'avait apprises, et en contactant des artisans locaux par Internet. J'ai créé une petite boutique en ligne. Ma famille n'en savait rien. Quand on me demandait ce que je faisais, je disais que j'avais un petit travail à la maison. Je voyais la pitié dans leurs yeux. La pauvre Elodia, disait leur regard. Mère célibataire, elle survit à peine. Je les ai laissés le croire. Leur sous-estimation était mon meilleur camouflage. Elle leur permettait de m'ignorer, et dans leur ignorance, ils m'ont donné l'espace dont j'avais besoin pour grandir. Maman, la petite voix de Luna me sortit de ma transe. Elle avait fini ses pâtes et maintenant me regardait avec ses grands yeux. Ça va? Tu es devenue très silencieuse. Je lui ai souri, un sourire sincère pour la première fois de la journée. J'ai tendu la main et j'ai essuyé une tache de sauce sur sa joue avec mon pouce. Je vais mieux que jamais, mon amour, lui ai-je dit. Je pensais juste et je prenais une décision très importante. La petite fille en moi, celle qui avait pleuré dans la cuisine du country club et accepté ses billets froissés avec honte, s'était enfin relevée, et la femme qu'elle était devenue était prête pour la guerre. L'ambiance de la trattoria del Cuor, avec ses nappes à carreaux rouges et blancs et le doux brouhaha d'autres familles profitant de leur dimanche, semblait un univers parallèle au ranch. Ici, nous étions anonymes, une mère et sa fille partageant un repas sans le poids des jugements passés ni des attentes futures. Ici, pour la première fois de la journée, je pouvais respirer profondément, remplir mes poumons de l'odeur d'ail et de pain tout juste sorti du four, au lieu de l'atmosphère toxique de ma famille. Luna dessinait sur une serviette en papier avec un crayon rouge qu'une serveuse ou une femme gentille avec un sourire permanent lui avait donné. Elle dessinait 2 personnages, un grand et un petit, main dans la main, toutes deux avec d'énormes sourires qui prenaient la moitié de leur visage rond. Autour, elle dessina des soleils, des fleurs et un chien à 3 pattes. Mon cœur se serra. Malgré la blessure qu'elle venait de vivre, son monde restait fondamentalement bon, un endroit plein de couleurs et de joie. Mon travail, compris-je à cet instant avec une clarté écrasante, était de protéger ce monde à tout prix. Elle posa le crayon, comme si elle avait terminé un chef-d'œuvre, et me regarda, l'expression sérieuse, avec cette sagesse profonde et sans filtre que les enfants ont parfois et qui désarme les adultes. « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure qui essayait de ne pas se briser. « Mamie ne m'aime pas. » La question, si directe, si pure dans sa douleur, me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je perdis mon souffle, comme si on m'avait plongé dans de l'eau glacée. C'était la même question que je m'étais posée 1000 fois, sous 1000 formes différentes, tout au long de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je ne suis pas suffisante? Pourquoi on ne m'aime pas comme Renata? Entendre ce même doute, ce même poison, sortir de la bouche de ma fille, si pure et innocente, fut insupportable. C'était un poison générationnel, une toxine qui fuyait de mon passé pour infecter son présent, et j'étais la seule à avoir l'antidote. Je me penchai au-dessus de la table, prenant ses petites mains entre les miennes.
Ses doigts étaient doux, encore potelés, et un peu collants à cause de la limonade. Je la regardais droit dans les yeux, voulant que mes mots s'impriment dans son âme, qu'ils forment un bouclier autour d'elle. Et écoute-moi bien, Luna, commençai-je, la voix ferme, sans la moindre trace de doute. Tu n'as absolument rien fait de mal. Tu es parfaite, tu es intelligente, tu es drôle, tu es gentille et tu as le plus grand cœur que je connaisse. Ne pense plus jamais, pas une seconde, que le problème vient de toi. Elle cligna de ses longs cils mouillés, absorbant mes mots. Alors, pourquoi mamie a dit ça? Pourquoi elle ne m'a pas laissé manger? Je pris une grande inspiration, cherchant l'explication la plus simple et la plus honnête, une explication que son cœur de 7 ans pouvait comprendre. Parce que parfois, les adultes se trompent, mon amour. Parfois, les adultes sont tellement occupés par leurs propres idées tristes ou en colère qu'ils oublient d'être gentils. Mamie a beaucoup de mauvaises idées dans la tête, et c'est son problème à elle, pas le tien. Tu comprends? Sa tristesse n'est pas la tienne, tu n'as pas à la porter. Luna hocha lentement la tête, même si je savais qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Comment pourrait-elle? Mais l'important était de planter la graine de la vérité en elle, une vérité que j'arroserais chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre fort et incassable. Mais je ne veux plus que tu t'inquiètes pour ça, continuai-je en serrant doucement ses mains. Parce qu'aujourd'hui, ici même, dans notre trattoria, je vais te faire une promesse. Une promesse de maman, la plus importante de toutes, plus importante que tout au monde. Je m'assurai qu'elle me regardait, d'avoir toute son attention. Je te promets, Luna, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais personne te faire sentir petite. Plus jamais tu n'auras à attendre les restes de quoi que ce soit, ni de nourriture, ni d'attention, ni de respect, ni d'amour. Je vais construire un monde pour toi, pour nous, où tu seras toujours l'invité d'honneur. Un monde où ton assiette sera toujours servie en premier, un monde où ta voix sera toujours entendue, et ton sourire toujours célébré comme l'événement principal. Je te le jure sur ma vie. Ce n'était pas juste une consolation pour une enfant triste. C'était un vœu, un contrat que je signais avec l'âme de ma fille et avec la petite fille blessée qui vivait encore en moi. À ce moment, je sentis un changement tectonique en moi. Le besoin d'approbation de mes parents, cette soif sans fin qui m'avait poursuivi toute ma vie, s'évapora. Il se dessécha, devenant poussière et cendre. Je ne me souciais plus de savoir s'il m'aimait, s'il m'acceptait, s'il me voyait. Tout ce qui comptait, c'était l'enfant assis en face de moi, ma création, ma responsabilité, mon avenir. Je la vis traiter mon serment, ses yeux sérieux s'ouvrant un peu, puis un petit sourire hésitant se dessina sur ses lèvres. Vraiment, maman, notre propre table d'honneur? Vraiment, mon amour, répondis-je, mon propre sourire se sentant enfin réel et large. Toi et moi, on est une équipe, et notre équipe s'assoit toujours en tête de table. Et avec cette promesse, la stratégie cessa d'être une vague idée de vengeance. Elle devint un plan de construction. Je n'allais pas détruire leur monde. J'allais en construire un si grand et si brillant que le leur paraîtrait, à côté, comme une petite cabane triste à l'ombre d'un palais. Le mardi suivant, la promesse faite à Luna résonnait encore dans mes oreilles. Pas comme un écho, mais comme un tambour de guerre donnant le rythme à mes actions. Ce n'était plus une réaction émotionnelle, c'était une ligne directrice, le nouveau nord de ma boussole personnelle et professionnelle. Mon entreprise, Res de Mexico, avait grandi de façon régulière et silencieuse, comme une plante à l'ombre. J'avais toujours gardé un profil bas, réinvestissant chaque centime de bénéfice, évitant les grosses dépenses, presque comme si j'avais peur que mon succès soit trop visible, trop bruyant. Plus maintenant. Il était temps de s'agrandir, de construire quelque chose de tangible, quelque chose qui crie « succès » dans un langage que même ma mère, avec sa surdité sélective, pourrait comprendre. J'avais rendez-vous avec mon conseiller financier, un homme sensé et direct nommé David, pour discuter précisément de cela. J'étais assise dans son bureau minimaliste donnant sur l'avenue animée de la ville, lui expliquant mon plan à 5 ans, ouvrir un showroom emblématique, un lieu qui ne serait pas seulement une boutique, mais une expérience immersive de la culture et de l'artisanat mexicain haut de gamme. L'idée est excellente, Elodia, dit David en tapant des chiffres sur son ordinateur, le visage concentré. Ta marge le permet, mais trouver le bon endroit en ville, c'est l'enfer. Il te faut du prestige, de l'espace, du caractère, et les prix de l'immobilier commercial sont dans les nuages. Il continua à parler de zonage et de permis, mais mon esprit travaillait déjà sur une autre fréquence.
Il me fallait un lieu qui soit une déclaration, un symbole. En fait, poursuivit David, ignorant ma tempête intérieure, en cherchant des options pour un autre client, je suis tombé sur quelque chose d'inhabituel. Ce n'est probablement pas ce que tu cherches. C'est en dehors de la ville, dans la vallée de Guadalupe, mais l'opportunité est unique. De quoi s'agit-il, demandai-je, ma curiosité éveillée par cette étrange coïncidence. La vallée de Guadalupe était le nouvel épicentre du luxe et du bon vivre au Mexique. C'est une propriété incroyable. Un petit hôtel boutique et vignoble appelé Hacienda del Sol. Apparemment, les propriétaires originaux étaient un couple d'artistes passionnés par le vin et l'hospitalité, mais très mauvais en affaires. L'endroit est au bord de la faillite, cherchant désespérément un investisseur majoritaire pour reprendre le contrôle total. Il a une belle architecture, des vignes productives, une petite cave, mais il a besoin d'une sérieuse injection de capital et d'une nouvelle vision d'entreprise. Mon cœur fit un bond si violent que je crus qu'il allait sortir de ma poitrine et tomber sur le bureau en acajou poli de David. Hacienda del Sol. C'était le même nom, le même fichu nom que ma mère répétait comme un mantra sacré depuis des semaines. L'endroit où ils fêteraient leur noce d'or, leur 50e anniversaire de mariage. Elle s'était vantée dans le chat familial d'avoir obtenu une réservation pour un événement privé, de l'exclusivité du lieu, de sa réputation impeccable. C'était le décor choisi pour son prochain grand acte d'autopromotion familiale, le point culminant de sa vie sociale. Je restais silencieuse, mon esprit tournant à 1000 à l'heure, reliant des points qui formaient une constellation d'ironie cosmique. C'était trop de coïncidences. C'était comme si l'univers, après des décennies d'indifférence, avait soudain décidé de conspirer en ma faveur, m'offrant le scénario parfait sur un plateau d'argent. « Elodia, ça va ? Tu es devenue pâle ?» demanda David, remarquant mon état. Je clignai des yeux, revenant à la réalité du bureau. « L'Hacienda del Sol », répétai-je, ma voix semblant venir d'une autre pièce. « Tu es sûr ? » ? « Oui, absolument. J'ai vu le dossier ce matin. » « Tu la connais ? » Un rire sec, presque un aboiement, m'échappa. « La connaître ? On peut dire que j'ai un intérêt personnel imminent. » Cet après-midi-là, j'appelai mon oncle Matteo. Je ne pouvais pas prendre cette décision seul. J'avais besoin de sa perspective, de sa bénédiction. Je lui racontai tout, la carne asada, la promesse à Luna, l'incroyable coïncidence de la hacienda. Il écouta en silence et quand je terminai, il y eut une longue pause au bout du fil, si longue que je crus que la ligne avait été coupée. « Elodia » dit-il enfin, et je pus entendre un sourire se former dans sa voix. Parfois, la vie a un sens de l'humour très tordu et merveilleux. Ceci, ma fille, c'est la justice de l'univers qui te donne un petit coup de pouce, ou plutôt un coup de pied aux fesses pour que tu agisses. « Tu ne crois pas que c'est trop ?» demandai-je, cherchant son absolution. « Trop ? Après qu'ils t'ont fait sentir comme une étrangère dans ta propre famille toute ta vie. Après ce qu'ils ont fait à ma petite nièce. Non, Elodia. Ce n'est pas trop. C'est reprendre le contrôle de ta propre histoire. Ils ont écrit les chapitres à ta place trop longtemps. Il est temps que tu prennes la plume. Tu ne détruis pas leur fête. Tu construis ton propre château sur la colline qu'ils voulaient louer pour un jour. Ces mots furent la permission que je ne savais pas avoir besoin d'entendre. Je raccrochai en me sentant libéré de toute culpabilité. Le plan n'était plus une idée vague. Il avait un nom, un lieu et une date. « David » dis-je à mon conseiller le lendemain, ma voix résonnant d'une confiance qui le surprit. « Je veux cette hacienda. Prépare une offre, une qu'ils ne pourront pas refuser. » Le trajet de 2 heures sur la route panoramique vers la vallée de Guadalupe fut différent de tous les autres voyages d'affaires que j'avais faits. Normalement, je ressentirais les nerfs habituels d'une négociation importante, un petit frisson dans l'estomac, mon esprit passant en revue chiffres et stratégies. Mais cette fois, je ressentais une étrange sensation de calme, une certitude profonde, comme si j'allais réclamer quelque chose qui m'appartenait déjà de droit. Le paysage désertique de Basse-Californie, avec ses collines couleur ocre couvertes de buissons et ses vignobles verts surgissant comme des oasis géométriques, semblait refléter mon propre parcours, une longue période d'aridité émotionnelle qui cédait enfin la place à un épanouissement inattendu et tardif. L'Hacienda del Sol était encore plus belle en vrai que sur les photos du dossier. C'était une construction de style colonial moderne, avec de grosses murailles d'adobe blanc qui gardaient la chaleur dehors, des poutres en bois sombre au plafond et des patios intérieurs remplis de bougainvilliers fuchsia et de l'odeur pénétrante de lavande.
Elle paraissait élégante, mais enracinée dans la terre, un lieu avec une âme. Cependant, en regardant de plus près, je vis les signes de négligence que David avait mentionnés. De la peinture écaillée sur certains cadres de fenêtres, des carreaux fissurés dans une des fontaines centrales, une impression générale de fatigue, comme une beauté qui avait trop lutté et était sur le point d'abandonner. La propriétaire, une femme d'une 60aine d'années nommée Sophia, m'accueillit à l'entrée principale. Elle était grande et mince, avec des cheveux argentés attachés en un chignon élégant et des yeux bleus brillants d'intelligence, mais assombris par une grande fatigue. Elle avait la posture droite de quelqu'un habitué à donner des ordres, mais aussi le poids du monde sur ses épaules. Nous nous assîmes sur une terrasse ombragée avec vue sur les rangées de vignes. Pendant la première demi-heure, nous parlâmes strictement affaires. Je lui présentai mon offre, généreuse et directe, et le plan d'affaires que j'avais esquissé dans une frénésie d'inspiration pendant les dernières 48 heures. Un investissement significatif pour rénover les installations, améliorer la cave avec une nouvelle technologie et, surtout, intégrer l'hacienda avec mon entreprise Res de Mexico. Je veux que cet endroit soit une vitrine du meilleur de notre pays, expliquai-je, ma passion sortant enfin, ma voix vibrant d'émotion. Pas seulement le vin, qui est excellent. Je veux exposer de l'art de Jalisco dans les suites, des textiles d'Oaxaca dans la décoration, de la céramique de Puebla dans le restaurant. Je veux que les invités ne fassent pas seulement un séjour ici, mais qu'ils vivent une expérience culturelle authentique et luxueuse qui célèbre notre identité. Sophia m'écoutait attentivement, ses yeux bleus fixés sur moi, m'évaluant. Je pouvais voir le scepticisme initial sur son visage, la prudence de quelqu'un qui avait déjà été déçu, céder lentement la place à un véritable intérêt. Elle voyait que je n'étais pas une simple investisseuse cherchant à démembrer son rêve pour le vendre en morceaux, mais quelqu'un qui voulait construire dessus, lui donner un nouveau sens. C'est une vision ambitieuse, dit-elle enfin, sa voix un peu rauque, comme si elle n'avait pas l'habitude de conversations aussi sérieuses. Mon défunt mari et moi avons commencé cet endroit avec cette même passion. Nous croyions que la beauté et l'hospitalité pouvaient changer le monde, mais la passion ne paie pas les factures, mademoiselle Elodia. Je l'interrompis doucement, lui offrant un petit sourire. S'il vous plaît, appelez-moi Elodia. Elle hocha la tête, un geste presque imperceptible. Elodia. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. L'affaire nous a dépassés. Maintenant, tout ce que je veux, c'est m'assurer que l'héritage de l'hacienda, le rêve de mon mari, ne meurt pas complètement. Ce fut alors que je décidai de prendre un risque. Je décidai de ne pas être seulement une femme d'affaires froide et calculatrice, mais une personne. Sophia, commençai-je en choisissant mes mots avec soin. Je comprends ce que cela signifie de construire quelque chose depuis zéro, en y mettant tout son cœur. Et je comprends parfaitement ce que ça fait d'être sous-estimé. Je fis une pause, laissant mes mots flotter dans l'air chaud, puis j'ajoutai la pièce clé. Ma famille a réservé cet endroit pour un événement très important à la fin de l'année. Pour célébrer leur succès, leur image, la façade d'une famille parfaite. Ils ne savent pas que je suis ici, ils ne savent rien de mon entreprise. Pour eux, je suis un échec commode. Je vis une lueur de compréhension dans les yeux de Sophia. Une connexion invisible, fine mais solide comme l'acier, se forma entre nous à ce moment-là. C'était la solidarité silencieuse entre deux femmes qui avaient navigué dans des mondes dominés par les attentes et les jugements des autres. Je veux que cet endroit, continuai-je, ma voix chargée d'une émotion que je n'essayais plus de cacher, soit le témoignage qu'on peut construire beauté et succès depuis l'ombre. Je veux créer un espace où chaque personne qui franchira cette porte se sente comme l'invité d'honneur. Surtout ceux à qui l'on a dit toute leur vie qu'ils ne comptaient pas, qu'ils devaient attendre les restes. Sophia me fixa longtemps. Le silence s'étira, rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, un petit sourire sincère se dessina sur ses lèvres, le premier que je voyais. Vous ne voulez pas seulement acheter une affaire, Elodia, dit-elle doucement. Vous achetez une scène, et je crois que la pièce que vous avez en tête sera absolument spectaculaire. Elle tendit la main sur la table en fer forgé. Nous avons un accord, à une condition. Laquelle, demandai-je, le cœur battant fort. Je veux rester. Pas comme propriétaire, mais comme directrice générale. J'ai dirigé cet endroit dans les mauvais jours. Maintenant je veux apprendre à le diriger dans les bons. Je veux voir cette pièce depuis le premier rang. Je serrai sa main, sentant la force et la chaleur de son étreinte. Ce serait un honneur, Sophia. Ensemble, nous allons faire de cet endroit une légende. À ce moment-là, ce n'était plus un plan solitaire.
C'était devenu une alliance. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités fébriles et de secrets bien gardés, une double vie plus intense que jamais. Tandis que ma famille continuait son existence prévisible, totalement ignorante de mon nouveau et monumental projet, je partageais mon temps entre la direction de Res de Mexico et la supervision de la méticuleuse et passionnante résurrection de l'Hacienda del Sol. C'était épuisant, mais chaque nuit je tombais dans mon lit avec une sensation de but que je n'avais jamais connue auparavant. Sous la direction experte de Sofia et avec l'injection de mon capital, l'endroit se transforma jour après jour. Les murs furent repeints en un blanc lumineux qui reflétait le soleil du désert. Les jardins furent revitalisés par un paysagiste talentueux. Les chambres furent redécorées avec les textiles et l'art que j'avais personnellement sélectionnés auprès des meilleurs artisans du pays. Nous engageâmes un jeune chef audacieux, tout juste revenu d'un stage à Copenhague, pour redessiner complètement le menu du restaurant, fusionnant techniques modernes et ingrédients locaux. La cave fut modernisée avec de nouveaux fûts de chêne français. La hacienda retrouva son éclat, mais cette fois c'était un éclat imprégné de mon essence, de mon histoire. Ma mère appelait parfois, non pas pour demander comment allait Luna ou moi, mais pour me donner un compte rendu des préparatifs de son anniversaire, en supposant que j'étais aussi excité qu'elle. « Ah, Elodia, tu ne sais pas quelle émotion », me dit-elle un après-midi au téléphone, sa voix vibrante d'importance. J'ai parlé avec la gérante de l'hacienda, cette Sofia, une femme très professionnelle, quoique un peu froide. Je lui ai bien fait comprendre qu'on n'épargnerait pas les dépenses. Il faut que ce soit parfait. Tu sais, avec tous nos amis et la famille importante, l'image, c'est tout. Ce sera l'événement de l'année. Je m'imagine, maman, répondis-je avec le plus de naturel possible, tout en approuvant d'un geste le nouveau design du logo de la hacienda, qui incluait désormais une discrète silhouette de tournesol, ma fleur préférée et un clin d'œil à la lumière que Luna apportait à ma vie. Au fait, toi et la petite êtes invités, bien sûr, ajouta-t-elle, comme si elle m'accordait une audience avec la reine. Mais s'il te plaît, Elodia, je t'en prie, essaie de porter quelque chose d'approprié, quelque chose d'élégant. Je ne veux pas que tu détonnes avec tes chiffons habituels. Ne t'inquiète pas, maman, l'assurai-je, un sourire ironique jouant sur mes lèvres qu'elle ne pouvait pas voir. Je m'assurerai de m'intégrer parfaitement. Enfin arriva le jour. Le dernier samedi de novembre, le soleil brillait dans un ciel d'un bleu impeccable, une journée parfaite dans la vallée de Guadalupe. J'étais arrivé la veille au soir à la hacienda avec Luna, logeant dans la suite principale, désormais rebaptisée la suite Tournesol. Nous avions dîné dans la cuisine avec le personnel, riant et partageant des histoires. Je me sentais chez moi. Depuis le balcon de ma chambre, qui offrait une vue panoramique sur l'entrée et les vignes, je les vis arriver. La caravane de voitures de luxe. Des Audi, Mercedes, BMW défilant sur l'allée de gravier, soulevant un nuage de poussière dorée. Je vis mon père sortir de sa voiture, s'étirant avec un air de propriétaire. Je vis mon beau-frère Roberto donner les clés au voiturier avec un geste d'impatience, comme si le jeune homme n'allait pas assez vite. Et puis je vis ma mère et Renata descendre d'une berline noire brillante comme si elles étaient de la royauté visitant une de leurs provinces lointaines. Elles portaient des robes hors de prix et des lunettes de soleil de designer qui cachaient leurs yeux, mais pas leur air de supériorité. Leur démarche était une étude d'arrogance, une chorégraphie de privilèges qu'elles avaient pratiquée toute leur vie. « Quelle merveille !» s'exclama ma mère à haute voix, pour que tout le monde l'entende. Je savais que j'avais bien choisi. Cet endroit a de la classe, de la catégorie. Renata, à ses côtés, examinait les environs d'un regard critique, cherchant des défauts. « Pas mal », concéda-t-elle, bien que son ton impliquât qu'elle avait vu mieux lors de ses voyages en Toscane. Elle s'arrêta devant une grande peinture abstraite que j'avais commandée à un artiste émerge de Tijuana et qui décorait maintenant le hall principal. Un peu nouveau riche, tu ne crois pas? Trop de couleurs. Mais je suppose que c'est ce qui est à la mode chez ceux qui ne connaissent rien à l'art. Je souris depuis ma cachette sur le balcon. L'ironie était si épaisse qu'on aurait presque pu la goûter. Je les vis entrer dans la salle principale que nous avions préparée pour le dîner. Je les vis s'émerveiller devant les compositions florales, la verrerie importée, le linge de table en lin égyptien. Je les entendis se plaindre de détails insignifiants, une façon classique d'établir leur supériorité. Béatrice se plaignit que le vin blanc n'était pas à la température exacte qu'elle aimait. Roberto demanda à voix haute si le chef avait une étoile Michelin. Ils étaient tellement absorbés par leurs propres reflets, tellement occupés à jouer leur rôle de gens importants, qu'ils ne remarquèrent pas les détails utiles,
les clins d'œil que j'avais laissés pour moi. Ils ne remarquèrent pas que la carte de bienvenue dans le hall disait « Bienvenue dans un lieu où les rêves se cultivent », une phrase que j'avais écrite. Ils ne remarquèrent pas que la musique d'ambiance était une sélection de mes artistes de jazz latino préférés, et non la pop fade que ma mère mettait toujours. Dans leur cécité, ils avançaient directement vers le centre de ma scène. L'orchestre s'accordait, les lumières étaient prêtes. Le premier acte de leur célébration était sur le point de finir, et le deuxième acte, le mien, allait commencer. Et moi, la directrice de cette pièce, j'étais prête à donner le signal pour lever le rideau. L'après-midi glissa paresseusement vers la nuit. Le soleil disparut derrière les collines, peignant le ciel de tons orange et violet. Les invités, une collection de parents et d'amis soigneusement choisis par ma mère pour leur capacité à impressionner ou à être impressionnés, remplissaient la salle de leurs conversations et rires forcés. Ma famille occupait, comme prévu, la table principale, une longue table rectangulaire en bois massif au centre de la salle, d'où ils pouvaient présider l'événement comme la royauté qu'ils pensaient être. J'observais tout depuis un petit bureau avec un écran qui montrait les images des caméras de sécurité de la salle. C'était comme regarder un film muet. Je voyais leurs gestes, leurs sourires, leur langage corporel. Luna était à mes côtés, coloriant joyeusement un livre d'animaux, sans se douter du drame qui allait éclater à quelques mètres. Sophia entra dans le bureau, son visage une parfaite expression de calme professionnel, et posa une main sur mon épaule. « Tu es prête ?» demanda-t-elle à voix basse. Sa présence était une encre de sérénité. J'acquiesçai en prenant une profonde respiration. Plus que jamais. Bien, le premier service est prêt. Il est temps, dit-elle avant de marcher d'un pas décidé vers la salle. Je la vis s'approcher de la table principale avec un sourire serein et professionnel, la parfaite chef d'orchestre. Ma mère, Béatrice, l'intercepta immédiatement, lui faisant signe de s'approcher comme si elle appelait une servante. « Sonora Sophia », dit ma mère, sa voix pleine d'une cordialité fausse et condescendante. « Tout est acceptable. Maintenant, nous aimerions rencontrer le propriétaire. Il me semble que c'est de bonne éducation, et un signe de classe, que le propriétaire vienne saluer ses invités les plus distingués, vous ne trouvez pas ?» Sophia garda son sourire intact. Une œuvre d'art de self-control. Bien sûr, madame. En fait, la propriétaire a personnellement supervisé chaque détail de votre soirée et, comme geste de bienvenue, elle a préparé une surprise pour vous. Un menu dégustation spécial conçu exclusivement pour cette occasion si importante. Une vague de murmures d'approbation parcourut la table. Ma mère parut ravie, se gonflant visiblement d'orgueil, comme si le mérite d'une telle attention lui revenait entièrement. « Quel détail, quel geste splendide !» s'exclama-t-elle. Je savais qu'il reconnaîtrait l'importance de cet événement. On ne fête pas tous les jours 50 ans d'un mariage aussi réussi. Sophia fit un signe discret à l'un des serveurs qui attendait dans un coin. Le jeune homme, vêtu d'un uniforme blanc impeccable, s'approcha de la table. Il ne portait pas d'assiette, mais un seul objet sur un plateau d'argent poli. C'était une pile de cartes, une pour chaque convive de la table d'honneur. Le serveur les distribua avec une efficacité silencieuse et fantomatique, déposant une carte devant chaque place. Depuis mon écran, je vis mon père prendre la sienne en ajustant ses lunettes pour la lire. Je vis Renata la soulever avec ses ongles parfaitement soignés, d'un air ennuyé. Je vis ma mère admirer la qualité du papier, le faisant glisser entre ses doigts pleins de bijoux. La carte était faite d'un carton épais, couleur crème, avec un élégant bord doré. Au centre, imprimé dans une calligraphie exquise et fluide, se lisaient 3 mots. 3 mots qui arrêtèrent le temps. Je vis la séquence des réactions au ralenti, à la fois glorieuse et cruelle. Je vis mon père, Arturo, se figer, la coupe de vin à mi-chemin de ses lèvres. Il la reposa sur la table avec un bruit sourd. Le vin rouge éclaboussa la nappe blanche comme des gouttes de sang. Je vis la couleur disparaître du visage de ma mère, sa bouche s'ouvrir et se fermer comme un poisson hors de l'eau, cherchant un air soudain devenu irrespirable. Je vis le sourire moqueur de Renata s'éteindre, remplacé par un masque d'incrédulité pure et totale, ses yeux allant de la carte à ses parents, puis de nouveau à la carte. « Quoi ? C'est quelle blague ?» balbutia Renata, sa voix un cri aigu qui brisa le charme de la soirée. Quelques invités des autres tables se tournèrent, curieux. « C'est du plus mauvais goût », trancha ma mère, retrouvant un peu de contenance, même si sa main, en essayant de prendre une gorgée d'eau, tremblait visiblement. « Sophia, qu'est-ce que cela signifie ? J'exige une explication. »
Sofia ne répondit pas. À la place, tous les regards de la table principale se tournèrent vers l'entrée du salon, attirés par un mouvement soudain et silencieux. Le moment était arrivé. Je pris la main de Luna. Sa peau était tiède et douce contre la mienne, une encre dans ma mer d'émotion. J'ouvris la porte du bureau et sortis dans le couloir de pierre qui menait directement au cœur de la fête. « Où va-t-on, maman » demanda Luna en regardant ma robe blanche et la sienne, assortie, que j'avais moi-même dessinée. « On va saluer la famille, mon amour » répondis-je, la voix ferme, sans la moindre hésitation. Il est temps que la maîtresse de la fête fasse sa grande entrée. Nous avons marché dans le couloir de pierre, nos pas résonnant doucement dans le silence anormal qui s'était emparé de la salle. Chaque tête se tourna vers nous comme des tournesols suivant un nouveau soleil. Je sentis des dizaines de regards sur moi, un mélange de confusion chez les invités, et de choc pur et paralysant chez ma famille. C'était comme traverser un champ de mines émotionnelles, mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. Je me sentais maîtresse de chaque pas, de chaque respiration, de l'air même qui remplissait la pièce. Mon dos était droit, mon menton relevé. L'Elodia qui se recroquevillait et s'excusait était morte au ranch depuis plusieurs mois. Luna, sentant la tension étrange et lourde, serra ma main plus fort. Je sentis son petit corps se tendre, mais elle marcha la tête haute. Sa confiance en moi était totale. Son innocence, au milieu de cette atmosphère chargée, était mon étendard, mon bouclier et mon arme. J'ignorais les regards curieux des amis de mes parents. J'ignorais les tables pleines de gens qui chuchotaient entre eux. Je ne me dirigeais pas vers le centre de la salle, je ne cherchais ni pupitre ni micro. À la place, je traçais une ligne droite, un chemin invisible mais décidé vers la table principale, directement vers le siège d'honneur où était assis mon père. Il me regardait comme s'il voyait une apparition, un fantôme de ses propres fautes matérialisées. Son visage, d'ordinaire rosé par le vin et la belle vie, était pâle et flasque. Ses yeux, qui m'avaient toujours regardé avec un mélange d'affection distante et de résignation paresseuse, étaient maintenant remplis d'une émotion que je ne pus pas identifier tout de suite. Peur, honte, un regret qui arrivait avec 35 ans de retard. Je m'arrêtai à son côté. La conversation dans la salle s'était complètement éteinte. Le murmure s'était dissipé. On pouvait entendre le tintement de glaçons dans un verre lointain, le bourdonnement d'une mouche attirée par les lumières. Je posai doucement ma main libre sur son épaule. Il tressaillit sous mon contact, un sursaut violent, comme si ma main était du feu. Je me penchai, ma voix un murmure clair et calme qui, pourtant, sembla résonner dans tout l'espace, amplifié par le silence. « Papa » dis-je, mon souffle effleurant son oreille. « Tu aimes mon nouveau business ?» J'y ai mis beaucoup d'efforts. Ce fut comme si j'avais déclenché une bombe silencieuse. Un souffle collectif parcourut la table. Le visage de ma mère passa du blanc au rouge en un instant, une vague de fureur montant le long de son cou. Renata me regardait avec une haine pure et nue, ses yeux plissés comme ceux d'un serpent. Mon père ne put que me fixer, la bouche s'ouvrant sans émettre de son, comme un poisson qui halète sur le sable. Je redressai le dos et balayai enfin la table du regard, m'arrêtant délibérément sur chacun d'eux. Sur ma tante Consuelo, qui se rangeait toujours du côté de ma mère. Sur mon cousin Ricardo, qui s'était moqué de moi à la carne asada. Sur mon beau-frère Roberto, qui me traitait comme un meuble. « Bonsoir à tous » dis-je, ma voix désormais plus forte, se projetant avec une clarté que je n'avais jamais eue, une voix qui avait trouvé sa puissance. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je m'appelle Elodia et, ce soir, j'ai l'immense honneur d'être votre hôtesse. Je tournai lentement la tête vers ma mère, dont l'expression était un masque de colère contenue, prête à exploser. Bienvenue chez moi, conclus-je avec un sourire calme et serein, sachant que cela la rendrait folle bien plus que des cris. La bombe explosa enfin. « Qu'est-ce que tu fais » siffla ma mère, sa voix tremblant de rage, oubliant complètement son rôle de grande dame devant ses invités. « Tu fais une scène. Tu es en train de ruiner mon anniversaire. Ma soirée parfaite. »« Non, maman » répondis-je, mon calme inébranlable la déroutant encore plus. « Je ne ruine rien, je sers simplement le dîner. Un menu très spécial, un menu de souvenirs conçu pour honorer notre histoire familiale. » À ce moment précis, sur un signe presque imperceptible de Sofia, le premier plat commença à être servi. Les serveurs, qui attendaient immobiles au bord de la salle, se mirent en mouvement avec une grâce synchronisée, comme dans un ballet. Ils posèrent un petit plat exquis devant chaque invité et, à côté, une petite carte pliée.
La voix de Sophia, claire et professionnelle, résonna dans la salle, devenue un théâtre. Mesdames et messieurs, la première entrée, tartare de thon frais avec avocat et agrumes de la région. Ce plat est dédié à chaque fois qu'une fille a été comparée à l'autre, pour nous rappeler que tout ce qui brille n'est pas or, et que parfois la vraie valeur se trouve dans ce qui ne se voit pas au premier regard. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Le dîner avait commencé, et avec lui, la leçon. Le plat de tartare de thon, une petite œuvre d'art culinaire colorée, reposait intact devant chaque membre de ma famille. Le poisson frais, découpé en cubes parfaits, brillait sous les lumières de la salle. Personne n'osait y toucher. C'était comme si la nourriture était empoisonnée, non pas au cyanure, mais à la vérité. Les autres invités, pris au piège dans notre drame familial, regardaient de part et d'autre, leurs visages mélangeant gêne, curiosité et une fascination morbide. Le drame, je me suis rendu compte, était plus savoureux que n'importe quel plat qu'ils auraient pu servir. Béatrice, ma mère, fut la première à briser le charme, comme toujours. Elle se leva brusquement, sa chaise en bois massif grinçant contre le sol carrelé avec un son qui écorcha les nerfs de tous. C'est ridicule. Une humiliation publique, lança-t-elle, sa voix montant de volume, perdant tout vernis de sophistication. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que nous t'avons donné, c'est ainsi que tu nous remercies? Avec ce cirque bon marché et vengeur. Je la regardai et, pour la première fois en 35 ans, je ne ressentis pas la piqûre familière de la culpabilité ni le besoin instinctif de m'excuser d'exister. Je ne sentis qu'un profond calme et une clarté absolue, comme la surface d'un lac un jour sans vent. « Que as-tu fait pour moi, maman ?» demandai-je. Ma voix n'était pas accusatrice, mais réellement curieuse, comme si je posais la question à une étrangère. M'apprendre que ma valeur dépendait de ton approbation. M'apprendre à me faire petite pour ne pas éclipser ma sœur. M'apprendre que l'amour d'une mère a des conditions, des petites lignes et des clauses d'exclusion qui ne sont jamais dites mais toujours appliquées. Je marquai une pause en désignant l'assiette d'un geste élégant de la tête. Cette assiette, maman, est pour ces leçons. L'amertume des agrumes est là pour te rappeler l'acidité de tes paroles au fil des années. Renata éclata d'un rire creux, insolé et plein de mépris. S'il te plaît, Elodia, tu as toujours été une victime professionnelle. Tu adores le drame. Tu crois que racheter cet endroit te rend importante? Ça te rend juste pathétique. Tu montres à quel point tu es désespéré d'avoir de l'attention. Pathétique. Répétai-je, en me tournant lentement vers elle. Je la regardais vraiment, peut-être pour la première fois, non comme ma grande sœur intouchable, mais comme une femme. Je vis les fines lignes d'amertume autour de sa bouche parfaitement maquillée. Et dis-moi, Renata, ça fait quoi de vivre dans une cage dorée? Ça fait quoi de devoir demander la permission à ton mari pour acheter une robe? Je n'ai pas acheté cet endroit pour me sentir importante. Je l'ai acheté avec mon propre argent. L'argent que j'ai gagné pendant que tu étais occupé à faire du shopping et à critiquer les autres. Je l'ai acheté pour avoir quelque chose qui soit à moi, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever ou minimiser. Et toi, sœur, as-tu quelque chose comme ça? Quelque chose qui soit vraiment à toi. Son visage se crispa. J'avais touché une corde sensible, la vérité cachée derrière sa façade de bonheur conjugal. À ce moment-là, les serveurs, avec une synchronisation parfaite, retirèrent le premier plat, la plupart à peine touchés, et servirent le second. C'était une soupe crémeuse de maïs, d'un jaune pâle, décorée de quelques gouttes d'huile de truffe qui dégageaient un parfum envoûtant. La voix de Sophia reprit, calme et tranchante comme un scalpel. Le deuxième service, crème de maïs fumée avec une touche de truffe. Ce plat est en l'honneur des appels téléphoniques non retournés, des urgences ignorées, des moments où une fille avait besoin de sa mère et n'a trouvé qu'une ligne occupée, une boîte vocale pleine, une excuse disant qu'elle était trop occupée. Mes yeux croisèrent ceux de ma mère à travers la table. Je me souvins du jour où Luna eut 40 degrés de fièvre au milieu de la nuit. Elle avait 2 ans. Je l'avais appelée, paniquée, jeune mère inexpérimentée, cherchant un conseil, un mot de réconfort. Elle n'avait pas répondu. Le lendemain, quand elle me rappela enfin, elle me dit qu'elle était à un dîner important et ne pouvait pas être dérangée. La soupe, avec sa chaleur réconfortante, se moquait de la froideur que j'avais reçue dans mon moment de plus grand besoin. Mon beau-frère Roberto, qui jusque-là était resté silencieux en observant tout avec une grimace de mépris, s'éclaircit bruyamment la gorge. « Je crois qu'on en a assez de ce théâtre absurde, dit-il en regardant sa femme. Renata,
allons-y. Nous n'avons pas à supporter ça. Ne pas si vite, dis-je. Ma voix les arrêta net. Le dîner ne fait que commencer et vous ne voudrez pas manquer le plat principal. Je l'ai conçu spécialement en pensant à vous. Les serveurs servirent le troisième plat, un steak parfaitement cuit à point, posé sur une purée rustique de pommes de terre à l'ail et au romarin. Le troisième service, annonça Sophia, sa voix désormais pleine d'acier. Un steak de qualité supérieure dédié à la voiture qui ne s'est jamais achetée, aux livres presque impayés, aux opportunités refusées. Un rappel que refuser à quelqu'un les outils pour grandir n'arrête pas son succès, ça ne fait que le retarder et le rendre, à la fin, infiniment plus doux. Mon père, Arturo, qui s'était affaissé dans sa chaise comme un homme vaincu, leva enfin la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes retenues. Il me regarda et, dans ce regard, je vis le poids insupportable de 35 ans de lâcheté, de silence complice. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit, juste un son étranglé, un sanglot étouffé mort dans sa gorge. La nourriture continuait d'arriver, chaque plat était un chapitre de ma vie. Un fantôme d'une blessure passée servie dans de la porcelaine fine. Un sorbet au citron pour nettoyer le palais, rappel des paroles acides et des critiques constantes qui laissent un goût amer. Un plateau de fromages artisanaux de la région pour symboliser la maturité forcée et l'enfance qui avait dû s'arrêter trop tôt. Quand vint l'heure du dessert, la table principale ressemblait à un mausolée de plats intacts et de silence brisé. L'arrogance s'était évaporée, remplacée par une vérité crue et nue. J'avais servi mon histoire à leur table, et le goût, pour eux, était insupportablement amer. Le dessert fut le coup final, l'estocade. Ce n'était pas quelque chose d'extravagant ni de compliqué. Pas une sphère de chocolat fondant avec une sauce chaude ni une mousse d'azote liquide. C'était bien plus puissant, un simple flan au caramel. La recette de ma grand-mère, la mère de mon père. Une recette transmise de génération en génération. C'était le seul dessert que ma mère, malgré ses prétentions de grande hôtesse, n'avait jamais su bien réussir. Ses flancs étaient toujours pleins de trous où se séparaient. Et c'était la recette que moi, en revanche, j'avais perfectionnée, un petit acte de rébellion silencieuse dans la cuisine pendant mon adolescence. La voix de Sophia, désormais presque un murmure, ajouta la touche finale de la soirée. Et pour finir, mesdames et messieurs, flan de grand-mère. Ce dessert est servi en mémoire de l'amour inconditionnel qui a existé dans cette famille et comme preuve que les vraies recettes, celles faites avec patience et amour, ne s'oublient jamais, peu importe combien on essaie de les imiter sans succès. Le flan, avec son caramel doré et sa texture parfaite et lisse, tremblait légèrement dans l'assiette. C'était un symbole de tout ce que ma mère avait essayé d'être et n'était pas, et de tout ce que moi, dans le silence et l'ombre, j'étais devenu. C'est alors que la dernière défense de Béatrice s'effondra, mais pas en larmes de repentir comme une partie naïve de moi l'avait peut-être espéré. Elle s'effondra en une éruption de pure et venimeuse fureur, son vrai moi ressortant enfin sans filtre. « Ah, très bien, Elodia. »« Félicitations », lança-t-elle, sa voix dégoulinant d'un sarcasme si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Elle se leva et commença à applaudir lentement, un son sinistre dans le salon silencieux. « Tu as eu ton moment. Tu as humilié ta famille devant tous nos amis. Tu te sens mieux maintenant? Tu te sens grande et puissante. » Elle arrêta d'applaudir et posa ses poings sur la table, se penchant vers moi. « Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, petite ingrate. Tu peux avoir ce ridicule petit hôtel au milieu de nulle part, mais tu n'auras jamais le nom, la classe, le respect que nous avons. Et je te jure sur ma vie que tu ne verras plus jamais un seul centime de l'héritage de cette famille. Je te déshérite ici et maintenant. » La menace resta suspendue dans l'air. Son dernier recours, la seule arme qu'elle croyait encore posséder, l'argent, le contrôle. Et alors je fis quelque chose que personne, pas même moi, n'attendait. Je ris. Pas un rire moqueur ou cruel, mais un rire sincère, profond, libérateur, qui jaillit du plus profond de mon être. Le rire de quelqu'un qui est enfin totalement et irrévocablement libre. Je la regardai en essuyant une larme de rire qui s'était échappée au coin de mon œil. « Oh maman », dis-je en secouant la tête avec une sorte de compassion triste. « Mais tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Après tout ça, tu ne comprends toujours rien. » Je m'approchai d'elle en contournant la table. Ma voix était maintenant sérieuse, chaque mot lourd et délibéré comme une pierre. « Mais tu crois que ton pouvoir réside dans l'argent de papa, dans un nom de famille, dans un compte en banque? Pendant des années, tu as utilisé ça pour me contrôler, pour me faire sentir petite,
pour me rappeler que je dépendais de tes miettes. Mais voici la vérité que tu refuses de voir, la vérité qui t'effraie. Je fis une pause, m'assurant d'avoir son attention totale et celle de tout le monde. Je n'ai pas besoin de ton héritage, dis-je, ma voix résonnant avec une force tranquille et absolue. Parce que je suis mon propre héritage. Le silence qui suivit fut total, lourd, comme si l'air s'était changé en plomb. Ce fut mon père qui le rompit. Il leva les yeux de la nappe, ses yeux rouges et fatigués fixés sur sa femme, pour la première fois avec quelque chose qui n'était pas de la soumission. Béatrice, dit-il, sa voix rauque par le manque d'usage, mais ferme pour la première fois de ma vie. Ça suffit, tais-toi. Elle a raison. Ma mère le regarda comme s'il venait de la gifler. La trahison dans ses yeux fut monumentale. Le seul allié qu'elle avait eu, son complice silencieux pendant des décennies, venait de l'abandonner sur le champ de bataille. Au milieu de cette tension, Sophia s'approcha de notre table, suivie d'un serveur qui portait un petit gâteau, à peine assez grand pour une personne. Il avait une seule bougie allumée, sa flamme dansant courageusement. Il le posa doucement devant Luna, qui avait tout observé les yeux grands ouverts, une petite spectatrice au premier rang de l'implosion de sa famille. Sur le glaçage du gâteau, écrit en chocolat, il y avait 2 mots, tu comptes. Je m'agenouillai près de ma fille, ignorant totalement le reste de la table. Je lui donnai un baiser sur le front. Ça, mon amour, c'est pour toi, pour que tu n'oublies jamais à quel point tu es importante. Fais un vœu. Les yeux de Luna s'illuminèrent. La première étincelle de vraie joie depuis longtemps. Elle regarda le gâteau, puis moi, et un immense sourire se dessina sur son visage. Elle ferma les yeux très fort et souffla. Je me relevai et fis ma dernière déclaration de la soirée. Ma fille ne grandira pas en pensant que l'amour sait supporter la cruauté. Elle n'apprendra pas que sa valeur dépend de l'approbation des autres. Cette table, dis-je en montrant les assiettes froides et les visages défaits, est fermée. La leçon est terminée. Je pris la main de Luna et nous nous éloignâmes ensemble. Je ne regardais pas en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir le poids de leur regard sur mon dos, mais ils ne me brûlaient plus. Ce n'étaient que les dernières braises d'un feu qui, pour moi, s'était enfin éteint. Nous quittâmes le salon, le silence pesant, les plats intacts, les ruines fumantes de ce que j'avais autrefois appelé famille. Nous marchions main dans la main dans les jardins de la hacienda, sous un ciel étoilé qui semblait plus brillant que jamais. La voie lactée s'étendait au-dessus de nous comme un chemin de diamants. L'air frais de la nuit sentait la lavande, le romarin et la terre mouillée par l'arrosage, l'odeur d'un nouveau départ. Luna, tenant son petit gâteau comme un trésor précieux, s'arrêta à mi-chemin et regarda en arrière, vers les lumières chaudes qui sortaient des grandes fenêtres du salon. « Ils se sont beaucoup fâchés, maman » demanda-t-elle, sa petite voix résonnant dans l'immensité de la nuit. Je me baissai pour être à sa hauteur, posant mes mains sur ses épaules. « Oui, mon amour. Ils se sont fâchés. Mais ce n'est plus notre problème. Parfois, pour construire quelque chose de nouveau et de beau, comme ce jardin, il faut d'abord arracher les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes n'aiment pas qu'on les arrache. » Elle sembla y réfléchir un instant, fronçant ses petits sourcils. Puis, comme si l'explication était la chose la plus logique du monde, elle hocha la tête, satisfaite. « Ah, d'accord. On peut manger mon gâteau maintenant ?» Je ris. Un rire libre et léger dans la nuit silencieuse. « Bien sûr, ma vie. On peut manger ton gâteau maintenant. » Nous continuâmes à marcher vers notre suite, vers notre espace, notre sanctuaire. Il n'y avait plus de monstres dans le placard ni de fantômes sous le lit. Je les avais tous affrontés ce soir-là dans le salon et je leur avais montré qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Pendant des années, j'avais désespérément cherché à avoir une place à leur table, mendiant des miettes de leur approbation, me contentant de reste de leur affection. Ce soir-là, j'avais enfin compris. Le but n'avait jamais été d'avoir une place à leur table. Le but était de réaliser que j'avais la force, l'intelligence et le droit de construire la mienne. Une table plus grande, plus solide, avec des fondations faites de respect et d'amour de soi. Une table où les règles, c'est moi qui les fixe. Une table où ma fille, moi et tous ceux que nous aimons et qui nous aiment vraiment, auront toujours les places d'honneur. Cette nuit-là, pendant que je bordais Luna dans son lit, déjà endormie avec une petite tache de chocolat sur la joue, je me sentis en paix. Une paix profonde et enracinée que je n'avais jamais ressentie. Je sortis sur le balcon et regardai ma hacienda, les lumières brillantes, les vignes dormant sous la lune. C'était réel, c'était à moi.
Je l'avais construit, non pas malgré mes blessures, mais grâce à elle. Mais parfois, dans le calme de la nuit, quand le monde est silencieux et que je n'entends que les battements de mon cœur, la question flotte encore dans mon esprit. Pas comme un doute, mais comme un murmure philosophique dans l'obscurité. Ai-je fait ce qu'il fallait? Ou bien ne suis-je devenu qu'un reflet d'eux, servant un autre type de plat froid? Je n'ai pas la réponse, et peut-être que je ne l'aurai jamais. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois, ma fille s'est endormie en sachant quel était le plat principal. Et pour l'instant, ça suffit.